Bonsoir. Merci. On va tranquillement se diriger vers l'ouverture de cette 17e séquence de remise des prix des assises du journalisme qui, vous le verrez tout à l'heure, famille de prix qui se sont enrichis au fil des ans, puisque cette année, nous allons remettre 5 prix, et non pas 4, avec un petit nouveau pour lequel vous avez été un certain nombre, je pense, à voter. Mais je n'en dirai pas plus. C'est Émilie Tardif qui nous fait l'amitié d'animer cette soirée, qui vous en dira plus. Avant d'ouvrir la séquence de la remise des 5 prix des Assises 2024, je voudrais donner la parole aux représentants des collectivités territoriales sans lesquelles nous ne pourrions pas tenir ces assises à Tours depuis maintenant plus de 8 ans. Je pense en particulier, évidemment, à la mairie de Tours, à la métropole et à la région Centre-Val de Loire, qui nous manifestent un soutien fidèle et dont je tiens ici à personnellement une nouvelle fois à les remercier, car sans eux, encore une fois, ça ne serait pas possible. Je vais demander à Madame Blé, qui est adjointe au maire à la culture, à la lecture publique, et qu'on aura le plaisir de retrouver notamment samedi à la bibliothèque, dans sa maison, si j'ose dire, pour le salon du livre du journalisme, de nous dire quelques mots au nom du maire Emmanuel Denis, qui, je crois, ne peut être présent à nos côtés ce soir. Je vous laisse le micro. Je suis légèrement plus petite. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais dire au nom du maire de Tours que nous tenons particulièrement à cet événement à plusieurs titres. La première des choses, c'est d'une part cet événement qui est un événement, somme toute, plutôt à titre professionnel, hein, puisque vous recevez tous les professionnels du journalisme avec notamment une somme importante d'étudiants. Et je pense que pour une ville comme la nôtre, qui accueille plus de 30 000 euros, décidément. J'ai été troublée par il y avait un débat tout à l'heure sur l'argent et le sport, et j'ai dû en garder quelques souvenirs. Donc, nous avons plus de 30 000 étudiants, et le fait de voir que tout au long de la semaine, vous êtes nombreux à vous être déplacés, à poser des questions lors des débats, et ça, c'est un fait important. Pour la ville de Tours, c'est aussi important, un tel événement, puisque les assises du journalisme posent des questions de société, des questions qui sont en lien forcément avec les valeurs que nous portons au niveau de la ville de Tours, et notamment le fait de se questionner sur le sens de nos engagements, sur le sens de nos actes. Et je crois que le journalisme du sport est traversé par tout ce qui traverse la société aujourd'hui. Je pense notamment au rapport, le sexisme dans le sport. Ça a été abordé lors d'une soirée à la salle Télème avec le président de la faculté. Le sexisme, mais pas que, c'était aussi pour les journalistes sportives qui ont dû, tout au long de leur carrière, et qui doivent encore parfois se battre pour obtenir un certain nombre de postes, ou bien qui ne trouvent pas forcément tout de suite leur place, mais on sait que ça bouge. Mais c'est aussi grâce à ce regard des journalistes qui sont aussi, et vous êtes les futurs lanceurs d'alerte, puisque certains, de par un journalisme d'investigation ou de par le regard qu'ils portent, et notamment dans le milieu du sport également, eh bien, vous êtes des lanceurs d'alerte, et en cela, c'est important pour nous de vous soutenir en vous accueillant dans notre belle ville de Tours, alors au sein de cet établissement. Et puis, notamment, nous terminerons samedi ensemble, puisque nous accueillons depuis 2 ans au sein de notre médiathèque le salon du livre du journalisme, et nous allons le voir tout à l'heure. On sait que c'est foisonnant, à la fois de sujets fondamentaux pour notre société. Je pense notamment aux discriminations, je pense également à tout ce qui peut traverser notamment le handisport, où on sait qu'il y a des thématiques importantes.
Et au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite vraiment que cet événement soit toujours ce petit poil à gratter pendant une semaine, puisque tous les ateliers, j'en ai fréquenté 3, 4, sont vraiment de qualité, posent les vraies questions. Les questions, enfin les vraies questions, toutes les questions sont vraies, mais c'est la manière dont on les aborde et l'esprit critique que l'on peut avoir et le doute qui doit toujours nous emparer. Et d'autant plus dans une période comme la nôtre où nous savons que la démocratie peut être mise à mal bien des fois. Et puis le journalisme, c'est aussi ce qui nous aide à faire société, notamment avec le sport. Et c'est fabuleux. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne fin d'assises, puisque c'est pas totalement terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la maire adjointe. J'appelle maintenant, et on vous retrouvera tout à l'heure, je le précise, puisque la ville de Tours parraine le prix du livre du journalisme, et donc on vous retrouvera tout à l'heure dans ce cadre. J'appelle le président Bonneau à nous rejoindre, président de la région Centre-Val de Loire, qui nous a toujours manifesté un soutien fidèle et impliqué, ce dont je tiens à le remercier une nouvelle fois. Merci, cher président, cher Jérôme Bouvier. Immense plaisir de retrouver Michel Denisot ici. Grand plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs les journalistes engagés, mesdames et messieurs les passionnés de sport. Grand plaisir, en effet, de soutenir à nouveau, et j'insiste sur le à nouveau, cette très très belle manifestation que vous organisez au service d'une vision citoyenne, engagée, responsable, éthique de ce merveilleux, indispensable métier de journaliste. Tours est devenu, à l'évidence, grâce à votre engagement régulier, un lieu dans lequel, comme le disait la collègue à l'instant, dans lequel vraiment une réflexion s'élabore autour des enjeux du journalisme, autour des rapports entre presse et société, journalisme et société. C'est absolument fondamental. Cet engagement, vous le dupliquez désormais avec un travail qui se fait, je crois, en Tunisie, et vous le portez également à l'échelle de l'Europe. Et je veux vraiment souligner cela. La dimension de la France qui nous rassemble, mais c'est une dimension circonstancielle. Le travail du journaliste, il est à l'échelle de la planète, il est à l'échelle des grands événements, il est à l'échelle des situations qui interpellent notre conscience de citoyen, qui interpellent notre sensibilité, qui interpellent la solidarité, qui interpellent la connaissance. Et cette année, vous avez choisi, et c'est une très belle chose, vous avez choisi... Et merci à Michel Denisot de parrainer l'événement de cette manière. Vous avez choisi de dire le journalisme, c'est du sport, avec ce clin d'œil un peu forcé, mais fécond, fertile, ce clin d'œil à ce qui est en train de se préparer et qui va se jouer à l'échelle de notre pays, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Et ça n'est pas rien. Quand on regarde l'histoire, on voit que finalement les Jeux Olympiques sont des moments extraordinaires de rencontre entre les peuples, mais aussi des moments d'émergence de ce qui fait société, tu le disais à l'instant, mais aussi d'émergence de ce qui peut signifier les rapports entre les peuples, de ce que peut apporter, signifier l'engagement dans le sport. Je trouve ça absolument fondamental. Nous avons besoin de ces moments, et vous êtes, je crois, particulièrement nombreuses et nombreux cette année dans cette manifestation des assises. Vous êtes particulièrement nombreux, peut-être parce que à la fois ce qui se passe tout autour de nous et dont vous vous rendez compte prend une importance absolument capitale. On voit chaque jour davantage avec l'usage des technologies très avancées, peut-être aujourd'hui, en tous les cas demain, avec l'intelligence artificielle, comment le métier qui est le vôtre, la mission qui est la vôtre, peut être impactée. Il nous faut, par rapport à ces technologies, par rapport à ces échanges, par rapport à cette vision globale que nous essayons de nous construire, je crois qu'il faut poser un certain nombre de questions.
Le sport que nous allons partager à travers vos regards, à travers vos expressions, c'est bien évidemment, il faut le dire, enfin, j'ai envie de le dire, c'est d'abord l'émerveillement, l'émotion partagée. C'est d'abord ça qui fait société. Pour moi, c'est d'abord ça qui fait société, que nous puissions être des millions, des milliards, quel que soit le continent, le pays d'appartenance, le genre, la culture, etc., que nous puissions être au même moment complètement fascinés par ces athlètes de très haut niveau qui vont, au prix d'efforts considérables, nous donner de beaux spectacles. C'est quand même ça aussi, le partage de l'émotion, et c'est vous qui le permettez. Et vous y ajoutez ce regard qui, en profondeur, permet de connaître la préparation, permet de connaître les conditions sociales dans lesquelles se préparent les choses. Je vous ferai juste allusion à quelque chose, et les collègues élus régionaux qui sont là verront bien à quoi je fais allusion. On avait, juste avant la Coupe du Monde de rugby, vous savez que c'est beaucoup mobilisé dans cette affaire, ici en Centre-Val de Loire, on avait juste avant une Coupe de Monde de rugby scolaire. Et on avait 26 pays représentés avec des équipes de filles, des équipes de garçons qui venaient du monde entier et qui se sont confrontés, et les organisateurs ont voulu que ce ne soit pas le sport pour le sport, c'était du sport scolaire. Ils ont voulu que ce soit le sport des jeunes qui se retrouvent et qui, finalement, peuvent amener à la rencontre de l'autre. Et ils avaient organisé leur manifestation autour de 3 polarités. Il y avait une polarité qui était justement sur le regard que chaque équipe pouvait porter sur les autres. Et c'était concrétisé par une séquence vidéo réalisée par les jeunes eux-mêmes en situation. Il y avait un autre moment qui était autour de la différence de nos traditions culinaires, de notre gastronomie. Et il y avait un concours là-dessus. Et puis il y avait du rugby, je peux vous assurer, pour avoir vu, que ce soit les filles, Mohamed, tu te souviens, les filles ou les garçons, c'était magnifique. Et j'ai eu une émotion extraordinaire, je crois comme beaucoup, le soir, dernier soir, lorsque les prix ont été remis et que ces jeunes femmes, ces jeunes hommes étaient là et complètement enthousiastes parce qu'il y avait le sport, mais que le sport les avait ouverts à l'autre. Et je pense que c'est un message sur lequel je veux vous dire la gratitude que nous devons à chacune et chacun d'entre vous et à votre métier. La capacité que vous nous donnez à travers vos récits, à travers vos images, à travers vos engagements, y compris dans des conditions périlleuses, la capacité que vous nous donnez à vivre l'autre, à rencontrer l'autre, et le sport est une occasion de le faire. Il est une occasion de le faire, et grâce à votre regard, on arrive à mieux comprendre comment le sport s'articule avec notre vie sociale, comment il forge pour les sportifs un certain nombre de valeurs fondamentales et comment ces valeurs peuvent se rencontrer. À un moment, il faut faire société, à un moment, il faut vraiment consolider les liens parce que certainement un certain nombre ici a constaté ou à être peiné de ce que on a une société qui est peut-être de plus en plus écartelée, disjointe, qui a du mal à trouver ses fondamentaux. Comment le sport peut nous éclairer dès lors qu'il est porté par des regards qui sont des regards de professionnels, des regards exigeants, des regards porteurs de valeurs. Merci pour tout ça. Merci pour vos mots, Président. Avant de laisser les clés de la soirée à Émilie Tardif et à Michel Denisot, un dernier mot de remerciement. On dit des philosophes qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de octer des pourquoi. Moi, je n'ai rien d'autre à faire que de dire merci. Ça fait plus de 17 ans que dure cette aventure. Je ne l'aurais pas parié au premier jour. Et ça n'a été possible que parce que c'était une œuvre collective, un rassemblement de tous les acteurs. Excusez-moi, je vais essayer de dire quelques mots avant de partir. Je voulais donc dire que ce rassemblement, il a été celui d'abord des acteurs, celui des écoles de journalistes, celui des chercheurs, celui des étudiants, celui des collectivités, celui de tous ceux qui ont bien voulu croire à cette nécessité de ce rendez-vous. Et donc un conseil d'administration
qui est important et qui est mobilisé depuis longtemps. Il y en a ici un certain nombre que je veux citer, comme Marc Matré, Marie-Laure Augry, Frédéric Carbone, Cyril Petit, le jury, Patrick Cohen, qui est ici présent aussi, tous ceux qui croient, qui apportent leur concours et qui rendent possible cet événement. Et puis l'équipe, et je ne voulais pas donner la parole au jury sans avoir d'abord salué le travail de cette équipe, parce que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'aventure a grossi. Nous avons désormais des assises à Tunis, effectivement, pour la rive sud de la Méditerranée. Je salue tous les confrères de la rive sud qui sont ici présents. C'est très important pour nous qu'ils soient présents ici à Tours. Puis les assises de Bruxelles. Nous tiendrons la 2e édition des assises de Bruxelles avec nos amis de l'IEX le 20, 21, 22 novembre prochain pour les journalistes de l'Union de l'Européenne. Et donc, Eva Renaud, notre responsable événementiel, Clotilde Lecoz, notre responsable développement international, Mariana Rantissi, qui a accompagné tout ce travail avec les journalistes du Sud, et puis également Marie Janssen, qui a été omniprésente sur cette journée, notamment avec les écoles. Je voulais vous les remercier, que vous les saluiez ici. Apparition magique. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par m'adresser aux deux jeunes filles qui tout à l'heure m'ont demandé à quelle heure ça terminait. C'est vous, c'est ça? Ouais, plus tard que prévu. Parce qu'on a démarré un petit peu plus tard. Bienvenue à la cérémonie de remise des prix des Assises internationales du journalisme de Tours, 17e édition. Je m'appelle Émilie Tardif, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au Palais des Congrès. Et pour lancer officiellement notre remise des prix, j'appelle à me rejoindre sur notre scène notre président du jury des prix 2024, le journaliste et homme de télévision, Michel Denisot. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir, mademoiselle. Comment ça va? Bien, bien. Écoutez, ouais, je suis président éphémère. C'est la première fois, donc c'était mieux que l'année dernière. Et donc j'étais très très bien entouré sérieusement par un jury qui a une grande expérience dans ce domaine. Et on avait en sélection les 4 derniers livres qui étaient d'un niveau journalistique très élevé. C'est du vrai journalisme d'investigation, des situations extrêmement différentes, difficiles parfois à comparer. Et on a fait un choix. C'est votre travail. Merci de l'avoir fait pour nous. Je vais citer tout de suite les membres du jury. Je prends mon élan parce qu'ils sont nombreux, mais on leur demande un tel boulot, ils l'ont fait avec une telle implication qu'on va prendre le temps de les citer tous nommément. Les journalistes, Frédéric Carbone de France Info, Patrick Cohen de France 5, Nassira El Moadem, Pierre Aski, président de Reporters sans frontières, Éric Lagneau de l'AFP, Marc Mantré, vice-président de journalisme et citoyenneté, Catherine Monet, la grand reporter Anne Niva, Christian Panvert de RTL, Cyril Petit de Ouest France, Anka Wessang, présidente du Club de la presse de Strasbourg. Est-ce que je vous laisse vous occuper des chercheurs, Sarah Michel? Ah, tout à fait. J'ai découvert ce métier que je ne connaissais pas et on a beaucoup appris avec eux. Loïc Ballarini de l'Université Rennes 1, Lisa Bols du CELSA, Simon Gadras, Université Lumière Lyon 2, Isabelle Garcin-Marou de Sciences Po Lyon, Emmanuel Marty de l'Université de Grenoble-Alpes, Faïza Naïd Bouda, Université Côte d'Azur, Jérémy Nissé de l'EPJT, c'est Tours, Exactement. Et Isabelle Vérin-Masson du CNRS. Sont également membres du jury 24 étudiants issus des 14 écoles reconnues de journalisme de France. Michel,
On va y aller, vous êtes prêts? On va ouvrir cette cérémonie. Très bien. Quelques mots sur le déroulement des prix. 5 catégories, et pour chaque catégorie des nommés, et un lauréat qui recevra le mythique trophée, qui est juste à côté, et un chèque de 1 500 €. Le grand prix, lui, est accompagné d'une dotation de 4 000 €. Merci à nos donateurs. Une précision, j'invite les lauréats à rester jusqu'à la fin des trophées, même si vous êtes au début, car à la fin, je vous ferai tous remonter afin de faire une belle photo de promotion. Allez, on lance ? C'est parti avec le premier prix, le prix enquête et reportage. Ce prix enquête et reportage récompense la meilleure enquête ou le meilleur reportage, bien sûr, sur le journalisme et sa pratique. Le jury de ce trophée est composé des étudiants des 14 écoles nommées tout à l'heure, qui sont reconnus pour le journalisme en France et qui ont fait une veille de plusieurs semaines pour sélectionner les 4 nommés. Le prix est parrainé par l'association Journalistes et Citoyenneté, que vous connaissez bien. J'appelle donc monsieur Marc Mentré, vice-président de l'association, à nous rejoindre, ainsi que les 2 représentants du jury, Zachary et Mourjane de l'EPJT. Il y a effectivement un micro juste ici. Merci à tous de nous avoir rejoints et nous allons maintenant découvrir ensemble les nommés du prix Enquête et Reportage. Journaliste à Gaza, les visages du carnage. Écrit par Younes Abzouz, Rachida El Azouzi, Donatien Huet, Prisciana Lemeur, Jean-Claude Simpson, Simon Toupé, pour Mediapart. Comment le PSG et le Qatar ont infiltré le magazine France Football. Écrit par Yann Philippin pour Mediapart. Ces clauses de silence qui bâillonnent les journalistes. Écrit par Pauline Bock pour Arrêt sur Image. Liberté de la presse, comment la DGSI piétine le secret des sources. Écrit par Laurent Léger pour Libération. Alors, donc, j'ai assisté au débat, à la fin des débats entre ces étudiants. J'étais frappé vraiment par leur niveau d'exigence, d'indépendance et de tout ce dont ils rêvent dans ce métier qui est magnifique et qu'ils vont exercer bientôt. Et donc maintenant, on va connaître le lauréat. C'est ça, c'est le grand moment, le premier lauréat de prix des ces assises. Eh bien, c'est Journaliste à Gaza, les visages du carnage. Avec une équipe de Mediapart, donc on a vu tous les noms tout à l'heure. Et je crois que Younes Abzouz est là pour recevoir le prix. Oh, il est stratégiquement placé tout au fond de la salle. Voilà. Nous allons donc habiller d'applaudissements sa montée sur scène. Il y a Jean-Claude Simon Toupé, Prisciana Lemeur, Rachida El Azouzi, Donatien Huet, qui ont participé avec Younes Abzouz à ce document dont nous allons parler plus en détail avec Younes Abzouz. Voilà, je vous remets ce premier prix. Et je vous donne le micro pour quelques instants. Et vous allez être questionné. Je vais vous donner le mien plutôt. Deux membres du jury qui ont choisi votre démarche qui est singulière. Absolument. Merci beaucoup d'abord au jury étudiant des assises de nous récompenser de ce prix qui nous honore évidemment et qui surtout rend un merveilleux hommage à nos confrères tués en faisant leur mission essentielle, celle d'informer. Alors évidemment, on aurait préféré ne pas recevoir ce prix, ne pas être là pour ces raisons-là, mais c'est vrai que l'ampleur du carnage à Gaza nous a conduit à nous pencher plus en détail sur l'ampleur inédite de cette attaque contre la liberté d'informer. Alors nous, voilà, on a travaillé, et d'abord aussi, je tiens à vous remercier aussi au nom de l'ensemble des journalistes, mais pas que journalistes, développeurs, illustrateurs de Mediapart, voilà, enfin le collectif de merveilleux de Mediapart qu'on est à travailler d'arrache-pied pendant plusieurs semaines pour essayer de reconstituer le portrait de ces journalistes. Zachary et Mourjane, vous avez quelques mots à dire, j'imagine. Il s'appelait Ayat Radoura, Hamza Al-Dardou, Issam Abdallah. Jamais un conflit n'a fait autant de victimes parmi les journalistes. C'est cet hommage de Mediapart que nous souhaitons féliciter, un hommage qui dénonce la censure qu'exerce un État en ciblant et tuant les seuls journalistes sur place.
Un hommage qui souligne les difficultés pour nous, journalistes extérieurs au conflit, à s'informer et exercer notre métier dans des lieux sous blocus comme Gaza. Lorsque l'article a été premièrement publié, il comportait 81 portraits de journalistes tués en cours en ce conflit. Aujourd'hui, il en dénombre 84. Et puisque tuer des journalistes est l'une des armes les plus redoutables pour supprimer la vérité, il est nécessaire de ne pas les laisser dans le silence. En mettant un nom, une photo, une histoire, lorsque cela est possible, derrière chaque confrère et consoeur tué, les journalistes lauréats refusent de les réduire à des nombres. Ils retracent ainsi leur vie dans une enquête originale, que ce soit dans la manière de la mener, mais aussi de la présenter. Nous avons voulu récompenser le travail titanesque qui a dû être fourni pour reconstituer les portraits de ces journalistes. Ce travail rappelle aussi à quel point le collectif peut permettre un résultat de qualité et d'intérêt général. Et c'est ce que, à notre tour, collectivement, les 26 membres du jury étudiant avons décidé de féliciter. Merci. Marc Mentré, vous êtes saisi du micro, vous avez bien fait. Vous allez pouvoir remettre officiellement la dotation de 1 500 € à notre premier lauréat. Mais avant, peut-être quelques mots sur les engagements de l'association Journalisme et Citoyenneté. Oui, alors ce prix est en fait très cher à notre cœur pour plusieurs raisons. C'est un prix qui récompense l'enquête et le reportage, qui est quand même le cœur du métier de journalisme. C'est vraiment aller sur le terrain, rencontrer des gens. Le deuxième aspect de ce prix, c'est qu'il est multimédia, donc là, on rentre tout à fait dans la catégorie. Et le troisième aspect, ce sont des étudiants en journalisme qui choisissent, sélectionnent ce qui va être les 4 nommés, et après, c'est eux qui choisissent. Or, c'est l'avenir du journalisme, et c'est leur vision de l'avenir du journalisme qui, en fait, est récompensée aussi ce soir. Voilà, je vous remets le chèque. Bien sûr. Et je vais vous inviter à vous positionner afin qu'on puisse prendre en photo, voilà, les lauréats, le parrain et le remettant. Allez-y. Un peu plus proche ? Voilà, qu'on voit le trophée. Ouais. Ah oui, dans le sens du trophée. Le trophée à l'envers. Très bien. Formidable. Merci. Oui, tu voulais me dire quelque chose. Merci. Alors, merci de me tendre un piège. C'est gentil. On avait dit non, mais très bien, nous allons inviter maintenant tous les autres étudiants à monter sur scène. Allez, on avait dit non juste pour une question de dynamisme de la cérémonie, mais bien sûr que vous êtes les bienvenus, vous avez toute votre place ici. Allez-y, très rapidement. Et très vite, une belle photo. Donc, je m'adresse aussi aux 2 étudiantes que j'ai tout à l'heure. Ce sera encore plus long que prévu. Hein. Voilà, tous les étudiants qui ont participé au vote hier. Qui étaient tous dans le jury, qui ont tous travaillé. Quasiment à l'unanimité. Et tous participé. Merci. Je vous invite à reprendre place dans la salle et je vais garder avec moi sur scène Michel Denisot évidemment et Mourjane et Zachary parce qu'avant de passer au 2e prix, le 16 février dernier, lors d'une journée organisée par l'association Journalisme et Citoyenneté à l'Institut du monde arabe, Reporters sans frontières et la Fédération internationale des journalistes ont lancé un appel commun pour que vive le journalisme à Gaza et nous avons bien entendu voulu le partager à nouveau avec vous maintenant. Je vais vous laisser mon micro. Nous, Fédération internationale des journalistes, Reporters sans frontières, réunis ce vendredi 16 février 2024 par l'association Journalisme et Citoyenneté à l'Institut du monde arabe pour une journée de dialogue entre les journalistes des 2 rives de la Méditerranée, lançons un appel solennel à la communauté internationale pour que cesse le carnage contre le journalisme à Gaza et qu'enfin la presse internationale puisse y accéder afin de documenter la terrible réalité de ce conflit. Chaque jour, depuis plus de 4 mois, les journalistes palestiniens mettent leur vie en danger pour informer le monde sur la situation à Gaza et en Cisjordanie. Un véritable massacre de confrères et consoeurs a eu lieu,
puisque le chiffre terrifiant avoisine la centaine. Certains ont été ciblés, nombre d'entre eux ont été grièvement blessés, ont perdu des membres de leur famille, ont vu leurs maisons détruites ou ont été déplacés. Les journalistes survivants continuent héroïquement à exercer leur métier. Ils vivent sous la menace permanente des bombardements israéliens, voire des attaques délibérément ciblées, comme l'a démontré l'enquête de RSF concernant le journaliste de Reuters, Issam Abdallah, tué au Liban le 13 octobre 2024. Le bilan de ces 4 mois de guerre sur le journalisme à Gaza est effrayant. À ce jour, les journalistes n'ont plus aucune échappatoire ni refuge. Forcés depuis le 7 octobre à fuir vers le sud de l'enclave, la grande majorité d'entre eux ont dû se réfugier à Rafah, où le point de passage avec l'Égypte leur est toujours fermé et où l'invasion de la ville risque de provoquer un nouveau bain de sang. Rafah était pourtant qualifiée par Israël de zone de sécurité au début du conflit. Nous, organisations et journalistes des 2 rives de la Méditerranée, condamnons fermement cette volonté d'éradication du journalisme palestinien et du droit à l'information à Gaza par l'armée israélienne. Nous appelons les États et les organisations internationales à faire pression sur Israël pour que cesse ce carnage. Nous exigeons d'Israël que son gouvernement donne en toute urgence des instructions fermes et explicites aux forces armées de respecter strictement ses obligations en vertu du droit international humanitaire sur la protection des journalistes. Ouvre les portes du poste frontière de Rafah afin de permettre enfin l'entrée de médias internationaux dans Gaza et l'évacuation des journalistes palestiniens qui souhaitent en sortir. Définissent des zones refuges pour mettre à l'abri les journalistes qui couvrent le conflit depuis la bande de Gaza et facilitent l'acheminement de matériel de protection et d'équipements professionnels pour les journalistes qui continuent leur travail dans et autour de la zone de conflit. Depuis l'Institut du monde arabe à Paris, nous, organisations et journalistes des 2 rives de la Méditerranée, exprimons notre solidarité pour nos consoeurs et confrères palestiniens et rendons hommage à celles et ceux qui sont morts pour nous informer. Bravo, Président. J'appelle enfin à nous rejoindre Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes, et Jonathan Daguerre, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF. Merci à toutes et tous. C'est extrêmement émouvant pour nous de voir que dès l'entrée, les assises s'associent à la défense des journalistes qui, au péril de leur vie, et ceux qui sont morts en martyrs pour l'information, pour nous informer toutes et tous. Merci aux assises dès cette entrée. Le prix salue un travail formidable de Mediapart que la Fédération internationale des journalistes, que j'ai l'honneur de présider et qui représente environ 600 000 journalistes dans le monde, que la Fédération donc remercie beaucoup. Depuis cet appel d'il y a un mois, qu'y a-t-il de changé? Malheureusement, rien. Malheureusement, rien. Les bombardements continuent sur les populations civiles. Les bombardements qui tuent femmes et enfants et journalistes. Le blocus continue. Les journalistes et tous les autres civils continuent d'être affamés. Ils ne peuvent plus être soignés puisque sur 35 hôpitaux, 30 sont hors d'usage. Donc ils ne peuvent plus être soignés quand ils sont blessés, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus manger et ils continuent quand même à travailler. Voilà la situation qui est celle-là. Alors nous, Fédération internationale, proposons notre adhérent, le syndicat palestinien qui fait des efforts au péril aussi de sa vie pour informer, parce que je vous rappelle que le territoire est fermé à tout journaliste étranger, fermé à tout journaliste étranger. Donc le relais est pris par tous les adhérents de ce syndicat et nous les proposons au prix Guillermo Cano de l'UNESCO qui sera décerné le 3 mai prochain à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse à Santiago du Chili pour cette année. Nous sommes allés au mémorial de Bayeux il y a une semaine et nous avons rendu hommage à nos confrères et nos consoeurs. Beaucoup plus de sang, bien sûr, comme il a été dit ici, dont 13 femmes qui ont payé de leur vie le fait de vouloir
toutes et tous nous informer. Voilà, je ne serai pas tellement plus longue parce que je ne voudrais pas plomber la cérémonie, qui est une cérémonie de bonheur, de récompense, mais aussi de travail sérieux, et de dire, voilà, les journalistes, ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour le monde entier. Bravo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Jonathan. Merci. À Gaza, plus de 100 journalistes ont été tués par l'armée israélienne en moins de 6 mois. C'est une hécatombe, un drame sans nom pour le journalisme palestinien et pour le journalisme à travers le monde. Un crime commis contre notre droit d'être informé sur la guerre à Gaza, ici en France et partout dans le monde. Nous assistons à une violente censure de l'information. Et lorsque les censeurs gagnent, l'information n'est pas seulement remplacée par le silence, mais surtout par la désinformation. Ces crimes commis contre les journalistes ne doivent pas rester impunis. Depuis le 7 octobre, RSF a déposé 2 plaintes auprès de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre commis contre les reporters palestiniens. Et nous continuerons à demander justice pour ces reporters. Au-delà de ce combat contre l'impunité, RSF est aux côtés des journalistes qui tentent, au péril de leur vie au quotidien, de continuer de travailler à Gaza pour nous informer. Ils le font dans des conditions terribles et très difficiles. Ils vivent constamment dans la peur car ils savent que rien ne les protège d'une bombe qui peut leur tomber du ciel. Jusqu'à présent, aucun journaliste n'arrive à rentrer dans ce territoire assiégé. Israël, avec la complicité de l'Égypte, refuse l'accès à Gaza aux journalistes internationaux. Les journalistes étrangers ne peuvent entrer que s'ils sont intégrés à l'armée israélienne. Rares sont les journalistes gazaouis qui ont pu sortir du territoire. Mon collègue Khaled Raïni et moi-même, nous nous sommes rendus à Doha il y a 2 semaines pour rencontrer certains d'entre eux qui ont pu arriver au Qatar. Nous avons rencontré Ola Zanoun, notre correspondante à Gaza depuis 2017, qui s'en est heureusement sortie vivante, et un de ses fils, Moussa Zanoun, qui est aussi journaliste. Son père, le mari d'Ola, correspondant de l'AFP à Gaza, il s'appelle Adel Az-Zanoun, il est toujours bloqué à Gaza car il s'est vu refuser l'autorisation de sortir par l'armée israélienne. Ces mesures totalement arbitraires sont inacceptables. Nous avons également rencontré à Doha Mahmoud El-Hams, le photojournaliste de l'AFP et le chef du bureau d'Al Jazeera, Wael El-Dahdouh. Journaliste emblématique, il nous a reçus avec sa main dans un plâtre, une blessure qu'il a subie en décembre dernier lors d'une attaque d'un drone israélien qui a tué son collègue Samer Abou Dakka. Wael El-Dahdouh continue de couvrir la guerre alors que la plupart de sa famille a été décimée. Il a perdu son fils aîné, le journaliste Hamza El-Dahdouh, lors d'une frappe début 2024. En novembre dernier, une autre frappe avait tué sa femme, 2 de ses enfants et 2 de ses petits-enfants. À ses côtés, aux côtés des journalistes palestiniens, nous continuons à faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir soutenir le journalisme palestinien et le protéger. Nous nous sommes associés à notre partenaire local, Arab Reporters for Investigative Journalism, ARIJ, pour apporter un soutien sur le terrain aux journalistes de Gaza malgré le blocus. Et la semaine dernière, nous avons ouvert un centre régional pour la liberté de la presse à Beyrouth afin d'apporter un soutien logistique et sécuritaire, mais aussi psychologique et juridique, aux journalistes du Liban et dans la zone, parce que la violence s'étend au-delà de Gaza. Avec vous tous et toutes, chers collègues, nous sommes solidaires des journalistes de Gaza et nous leur rappelons aujourd'hui encore que nous ne les abandonnerons pas. Et sachez que chaque fois que, depuis le début de ces assises, toutes les photos, tous les témoignages et cette vidéo enregistrée leur sont transmis immédiatement, bien évidemment, et ça les aide un peu à penser que dans le monde entier, on les soutient. Merci Dominique. Et en signe de soutien, je vais vous inviter maintenant tous à partager 1 minute de silence.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vais vous inviter maintenant à regagner votre place dans la salle. Quant à nous, Michel, nous allons passer au deuxième prix, le prix du livre Recherche sur le journalisme. Un prix qui récompense, est-il besoin de le préciser, eh bien, le meilleur livre de recherche sur le journalisme et sa pratique. Et il est parrainé par Tours Métropole Val-de-Loire. Nous allons découvrir maintenant les nommés. Aurélie Aubert pour Une information brute aux éditions de l'INA. Claire Blandin pour Hélène Gordon-Lazareff aux éditions Fayard. Anne Cordier pour Grandir informé, les pratiques informationnelles des enfants, adolescents et jeunes adultes, CEF Éditions. Claire Secaille pour Touche pas à mon peuple, Édition du Seuil. Alors les chercheurs qui font partie du jury, comme c'est un livre sur la recherche, ont évidemment pesé lourd dans la décision, mais on a tous adhéré à cette même décision qui couronne Aurélie Aubert pour Une information brute aux éditions de l'INA. Félicitations. Et voici notre deuxième lauréate. Est-ce que je peux vous demander de nous donner le micro pour la lauréate, je vous prie? Voilà le prix. Si vous voulez commenter ce prix. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. C'est pas facile de passer juste après ce qui vient d'avoir lieu. Je suis très touchée de ce prix. Je voulais remercier les Assises du journalisme de nous permettre, à nous aussi chercheurs qui travaillons sur ce si beau métier de journaliste, d'être présents, de nous mettre en lumière aussi. Ça fait 20 ans que je travaille sur le journalisme et sur ces mutations avec le numérique. J'ai une petite pensée pour mes étudiants de Paris 8, de l'université Paris 8, où j'étais prof jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que c'est par eux que j'ai découvert le sujet de Brut et de ce type de médias, en les voyant s'informer. Et j'ai commencé un peu à enquêter là-dessus, à me rendre compte aussi de toutes les modifications, tous les changements qui sont dus avec les réseaux sociaux, les formats qui changent, les métiers qui changent. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé sur ce sujet, sans jugement du tout, mais avec le recul critique qu'on essaye d'avoir en tant que chercheur. Donc je ne ferai pas plus longtemps mon universitaire. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de ce prix qui me touche beaucoup. Alors, je ne fais pas partie de Tours Métropole, mais au nom de Tours Métropole, je vous remets le montant du prix du livre Recherche. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations, je vais vous laisser vous rapprocher. La photo. Voilà, pour la photo. Merci beaucoup. Merci. Et bravo encore, merci. Et nous passons maintenant au troisième prix. Il s'agit du prix du livre du journalisme, un prix qui distingue évidemment le meilleur livre écrit par un ou une journaliste sur l'année écoulée. Il est parrainé par la ville de Tours. Merci d'accueillir à nouveau sur notre scène Madame Christine Blais, adjointe à l'éducation populaire, à la lecture publique et au tiers-lieu. Rebonjour. Nous sommes maintenant au complet pour découvrir ensemble les nommés. Ariane Chemin pour Ne réveille pas les enfants, Édition du Sous-sol. Laure Dossy pour La réputation, Édition Les Échappés. Nicolas Legendre pour Silence dans les champs, Édition Artaud. Camille Vigogne-Lecoat pour Les rapaces, Édition Les Arènes. Et cher Président, on va vous demander encore une fois de nous emmener un petit peu dans les coulisses. Comment se sont passées les délibérations ? C'était d'un très haut niveau. C'est toujours comme dans tous ces choix à faire. Tous ces livres sont des livres de journalistes d'investigation, c'est-à-dire ce ne sont pas des livres d'opinion, ce sont des livres d'enquête. Et le livre que nous allons couronner est un livre, le livre n'est pas un livre à charge, c'est un livre qui relate des faits qui sont, eux, à charge. Et donc, c'est Camille Vigogne-Lecoat pour Les rapaces, aux éditions Les Arènes, qui a remporté ce prix. Ce livre raconte David Racheline, qui est le maire de Fréjus, qui est vice-président
du Rassemblement national. C'est un reportage extrêmement pointilleux, pointu. Vous êtes allé en terrain miné, dans des endroits très difficiles, et vous avez raconté les choses que je disais. C'est pas un livre à charge, mais les faits que vous relatez sont, eux, souvent à charge. Et on est très heureux de vous avoir couronné avec ce prix. Que voici. Voilà, donc vous avez commencé cette enquête à l'Express. Vous êtes aujourd'hui au Nouvel Obs, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis au Nouvel Obs depuis quelques temps, mais j'ai eu la chance de faire cette enquête par étapes. D'abord à travers un premier article et puis un livre avec la formidable maison d'édition Les Arènes. Donc je remercie et merci à vous parce que c'est un encouragement génial à continuer ce travail, à continuer à décrire ce que peut être, à documenter ce que peut être l'exercice du pouvoir par le Rassemblement national, qui est un exercice pas évident parce que c'est un parti en mutation, qui change, qu'on a beaucoup de mal à définir, à attraper. Et je suis convaincue que le terrain, l'enquête, c'est la façon certainement la plus pertinente de continuer à parler de ce parti à travers des faits et de façon le plus documentée, le plus précis possible. Et ce livre a modifié les choses aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, David Racheline fait l'objet d'une enquête. Oui, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Draguignan en décembre. Le temps judiciaire est un temps long, donc et un temps un peu mystérieux, sur lequel je ne m'aventurerai pas à faire de pronostics, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la justice se penche très sérieusement sur ce qui se passe à la mairie de Fréjus et que cette affaire, je pense que je n'ai pas fini de vivre avec cette enquête qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a beaucoup passionnée à mon corps défendant, parce que il y a 2 ans, j'aurais jamais dit que je travaillerais sur la ville de Fréjus et que j'y consacrerais autant de temps, mais c'était passionnant à bien des égards et je crois que j'aime ce métier de plus en plus, donc merci beaucoup de m'encourager à le faire comme ça. Félicitations, merci beaucoup. Bravo à vous. Madame Blé, c'est vous qui allez remettre à notre lauréate le chèque de 1 500 €, mais avant tout, on a envie de vous entendre aussi sur le soutien de la ville de Tours, aux assises et au journalisme en général. C'est très difficile. Bon, tout d'abord, moi je me suis permise de regarder un petit peu sur Google parce que je ne vous connaissais pas. Et j'ai appris donc hier soir que ce livre allait être récompensé, et notamment par la ville de Tours. Alors c'est particulièrement délicat qu'une ville remette un prix sur une enquête dont les éléments sont en charge par rapport à un autre fonctionnement dans une ville donnée. Et c'est à la fois délicat et à la fois ça pose la question de notre place, la place des élus, de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils font, de ce que nous en faisons également. Et je pense que votre rôle est essentiel à toutes les strates de la société, comme on le disait tout à l'heure, mais particulièrement dans tous les lieux où sont exercés les lieux de pouvoir, mais notamment de représentation des citoyens. J'ai regardé aussi qui vous étiez. J'ai vu que vous aviez quand même pas mal bourlingué, si je peux me permettre, dans le monde du journalisme. Et puis, j'ai vu qu'en 2019, vous aviez fait partie des journalistes que les organisateurs de la Convention de la droite ont refusé d'accréditer, arguant de votre mauvaise foi et de votre volonté de nuire. Alors, j'étais extrêmement choquée de voir qu'on puisse penser cela d'une journaliste. J'ai lu également que vous aviez déclenché un appel au boycott de cette convention par tous les journalistes au nom de la liberté d'informer. Finalement, vous avez été accrédité. Et je pense que c'est au nom de cette liberté d'informer que je tenais ce soir à vous saluer. Je vous encourage vivement, y compris si vous enquêtez sur notre ville, à nous tacler, pas bon signe, mais gentiment, si toutefois nous prenions des chemins de traverse. En tout cas, c'est avec plaisir et puis une grande reconnaissance pour ce travail d'investigation et d'enquête qui est indispensable, car sans vous, la démocratie est en danger. Donc je vous remercie beaucoup pour tout, et puis je crois à samedi au Salon du Livre du Journalisme dans notre médiathèque. Je vous remets le prix du jury de la ville de Tours. Très bien. Je vous rends le micro. Je vais vous inviter à passer à l'avant de la scène pour la photo. Tout à fait, il faut être sur la photo, bien sûr, c'est votre devoir. Non, ne partez pas. Venez, Camille, je vous invite à vous placer au centre.
Mais, alors, pas avec moi, quand même avec votre parrain et avec votre remettante. Merci. Merci beaucoup et félicitations encore, Camille. Eh bien, chers parrains, je crois que nous en sommes déjà au quatrième prix, le prix public de la photo de presse. Et ce prix est une première aux assises du journalisme, puisque depuis des années, Journalisme et Citoyenneté souhaitaient avoir un prix public. C'est chose faite. Le prix récompense la meilleure photo de presse. Et en écho avec notre thème 2024, le sport, il récompense la meilleure photo de presse de sport de l'année écoulée. Il est parrainé par la SNCF. J'appelle sur la scène du Palais des Congrès pour la direction de la communication Arnaud Wadou et Marie de Riquer de la SNCF. À l'heure. C'est pas beau. Hein. Bienvenue sur notre scène. Nous allons maintenant découvrir ensemble les 10 photos sélectionnées par le comité de présélection composé de professionnels de l'information régionaux. Des photos affichées à la sortie de la gare de Tours et munies de QR codes afin de nous permettre à toutes et à tous de voter en ligne. Les voici. « 10 photos. Charles Bury, Nicolas Valory, Romain de Sigalas, Anouk Flèche, Frédéric Lancelot, Frédéric Porcu, Vincent Leloup, Bernard Papon, Nicolas Criche et Franck Seguin. Je pense que j'ai mal prononcé à peu près 3 noms sur 10. Maintenant. Donc oui, j'ai vu les photos à la gare hier en arrivant. Et j'ai voté. Et vous avez voté? Vous avez voté pour qui? J'aime beaucoup les chevaux. Voilà. Il le dit en plus. Moi, j'aime tous les sports, mais... Allez, nous allons appeler maintenant notre presse cuissière. Et le vainqueur est Romain... L'autre, il m'a cassé mon reveal. Notre presse cuissière, pardon. Eva, qui va nous apporter la mystérieuse enveloppe contenant le résultat. On va faire un truc comme dans les Men in Black, vous savez. On efface ce que vous venez de dire. Il y a eu 1705 votes. Et le gagnant est Romain de Sigalas, de l'équipe Magazine. Félicitations! Mais c'est vous! Bienvenue! Voici votre trophée. Vous m'aviez dit tout à l'heure, on s'est croisés, on m'a dit j'espère bien que je vais y gagner. Donc, l'histoire de cette photo? Oui, tout à fait. Merci en tout cas, je suis très honoré. Merci aux assises. L'histoire de cette photo, donc merci à Céline Gerny, que j'ai suivie, qui m'a ouvert son univers dans l'équitation. Elle est membre de l'équipe de France de paradressage et j'espère qu'elle va vivre ses 3e JO, donc très bientôt. Voilà. Et puis merci aussi à l'équipe Magazine pour publier de l'handisport, pour montrer que c'est du vrai sport, un sport de haut niveau. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. Et puis rendez-vous aux Jeux paralympiques, donc pour rappel, du 28 août au 8 septembre. Voilà. Et ça sera un super spectacle. Félicitations. Marie Arnaud, c'est vous qui allez avoir le plaisir de remettre à notre lauréat le chèque de 1 500 € au nom de la SNCF. Et vous allez nous dire quelques mots peut-être sur votre présence à nos côtés aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors d'abord, je voulais excuser l'absence de notre directrice régionale, Hélène Marquet, qui aurait bien voulu être là, mais qui a été malheureusement retenue à Paris. Donc c'est nous qui nous y collons, du coup. Mais c'est pas grave, on est ravis d'être là. Et on voulait quand même remercier... Marie-Laure Augry, Jérôme Bouvier et Eva d'avoir osé en fait nous confier le parrainage de ce premier prix public de la photo. Ça nous a vraiment fait plaisir. On est ravis pour 2 raisons. La première raison, c'est Marie qui va vous l'expliquer. Voilà, la première raison, c'est comme vous le savez, entre le groupe SNCF et la presse, c'est une grande histoire d'amour. Pas un seul jour sans que les médias parlent de nous, surtout pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Alors être parmi vous nous donne une occasion rare. C'est pour une fois que la SNCF parle de la presse, des journalistes et des photographes. Bien joué. Et le monde à l'envers.
Voilà, la deuxième raison est plus prosaïque. Évidemment, c'est le sport. Et comme vous le savez, le groupe SNCF est très impliqué dans le sport par des biais de partenariats. On a été partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby l'année dernière, ce qui nous a permis de transporter des milliers de supporters, mais aussi pratiquement toutes les équipes de rugby de stade en stade, dont l'équipe de rugby d'Irlande qui avait eu la bonne idée de venir s'installer à Tours. Et puis dans une centaine de jours vont commencer les Jeux Olympiques et Paralympiques, dont nous sommes également sponsors officiels. Donc ça va être un gros boulot, surtout qu'on a à ce jour 4, mais il y en aura certainement plus, athlètes, cheminots, salariés de la SNCF qui ont d'ores et déjà été qualifiés pour un certain nombre d'épreuves. Et puis le deuxième défi, ça va être d'accompagner une ville de votre cœur, la ville de Châteauroux, qui va accueillir les épreuves de tir sportif. Donc c'est un peu aussi une fierté pour notre région, puisque on représente voilà, la direction régionale SNCF. Merci beaucoup. Et l'enveloppe va être solennellement remise à notre lauréat. Et je vais voilà, vous inviter... une enveloppe et un cadeau bonus. On a un ingénieur technicien maison qui est là-bas, qui va se cacher, qui a créé le premier appareil photo conçu par la SNCF. C'est un prototype, il ne fonctionne pas, mais alors il a une particularité, c'est qu'il ne prend que des photos de train. Ah, très bien. Peut-être le thème de l'année prochaine, allez savoir. Avec plaisir, merci infiniment. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la photo. Venez pour la photo. Le lauréat au centre, bien entendu. Ah, une petite musique nous accompagne. Je vais me permettre de faire une petite danse pour occuper l'espace. C'est vrai qu'il y a un cliché journalistique qui est très vieux, qui dit toujours qu'un train qui arrive à l'heure n'est pas une information. Ben si. Voilà. C'est vrai qu'on vous taquine beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et félicitations à notre lauréat. Voici le 5e et dernier prix, le Grand Prix du journalisme Michel Léridon. Le Grand Prix du journalisme des Assises distingue le ou la journaliste, le média, le collectif ou l'action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du journalisme lors de cette année écoulée. Et le Grand Prix du journalisme porte depuis 2021 maintenant, année de sa disparition, le nom de Michel Léridon, première femme directrice de l'information de l'AFP, puis conseillère au CSA, l'ARCOM, qui, je crois, est parmi nous, n'est-ce pas? Bonjour Karine Logereau. Très bien. Michel Léridon menait avec exigence et bienveillance les combats qui sont si chers aux assises, la diversité, la parité dans les rédactions, le traitement de l'information et l'éducation aux médias et à l'information, pour ne citer que. Le prix est parrainé par le CFC et nous allons maintenant découvrir les nommés. Le collectif d'investigation Disclose, remis en lumière cette année avec l'arrestation de notre consoeur Ariane Lavrieux. Ma vie face au cancer, podcast de Clémentine Vergniaud pour la qualité de son travail et l'écho qu'il a eu auprès de nombreux soignants et malades. Le média vivant qui, après le Live Magazine, explore les possibilités du journalisme expérientiel. We Report pour la qualité des enquêtes au long cours de ce collectif de journalistes indépendants européens. Et je vais me permettre d'appeler Sandra Chastanet sur notre scène, représentante du CFC. Bienvenue chez nous. Merci. Et donc, on va découvrir maintenant qui est lauréat. Donc, c'est une lauréate qui est incomparable par rapport aux autres, qui est donc Clémentine Vergniaud, pour la qualité de son travail. Clémentine Vergniaud pour son podcast Ma vie face au cancer, dont on va écouter tout de suite un extrait. Et là, un court extrait. Petit problème donc de technique pour envoyer le son. On essaiera de l'avoir un tout petit peu après, effectivement. De Clémentine Vergniaud, donc qui a. Et là. Ouais,
C'est Clémentine qui est décédée le 23 décembre dernier, donc des suites de son cancer, qui a raconté tout son parcours. Donc c'est un témoignage très, très particulier. Tout à fait. Et je vais appeler à nous rejoindre Grégoire Lecallot, le mari de Clémentine, ses parents également, et Pauline Pénanec, responsable des podcasts à France Info, à nous rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander de m'excuser parce que le journalisme est d'habitude un exercice où c'est l'histoire de gens qui arrivent et qui documentent, qui témoignent d'une situation qui leur est personnellement extérieure. Évidemment, on a vu au début de cette cérémonie que c'était loin d'être toujours le cas. On voit à Gaza. Là, c'est une expérience qui nous a transpercé personnellement et vis-à-vis de laquelle il est plus difficile d'avoir un regard distancié et peut-être une voix toujours ferme. C'est évidemment pas nous qui devrions être ici pour toucher, recevoir ce prix. La personne en question, elle est évidemment en nous. On aimerait pouvoir l'en faire sortir et lui dire « mais vas-y ». Évidemment, c'est pas le cas. Elle serait profondément heureuse de ce prix parce que, d'après ce qu'on nous a raconté, ça a été une véritable décision éditoriale de la part du jury. On voit que les 4 lauréats étaient tous les 4 dans l'excellence et que ce n'est pas un prix qui est un prix hommage à quelqu'un qui a vécu un destin terrible. Et tant mieux parce que si ça l'avait été, quelque part, il y aurait eu un hommage à ce cancer et ce cancer, on lui réserve autre chose qu'un hommage. Ce sera d'ailleurs l'objet de la dotation de ce prix qui va rejoindre la collecte de fonds dont l'idée a été initiée par Clémentine elle-même qui voulait ça et qui servira à se battre contre ce cancer rare et à bénéficier aux malades de ce cancer et sans doute à d'autres. C'est aussi la preuve, c'est une véritable consécration pour une journaliste qui a une carrière aussi jeune. Et devant tous ces étudiants, je voudrais souligner, parce que je le vois aussi au quotidien, à mon petit niveau, que ça démontre une fois encore que dans notre métier, la valeur n'a pas besoin d'attendre le nombre des années et qu'on peut être un jeune journaliste et produire un travail exceptionnel. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont le faire aussi. Alors l'impact qu'il a eu, vous en avez parlé sur les milieux médicaux, on l'a constaté, on a eu beaucoup de messages de soignants, de médecins. Clémentine elle-même le savait, elle a été contactée par des universités pour intervenir, elle n'a pas pu parce que la fatigue était telle que c'était impossible. Il y a beaucoup de soignants qui nous ont expliqué qu'elle avait changé leur regard, et notamment dans la prise en charge du patient, et c'est ça qui est très important. Le patient, aujourd'hui, on cherche à le mettre plus au centre de l'équipe médicale, à l'intégrer presque dans l'équipe médicale, pour qu'il soit aussi, quand il en a la possibilité, acteur, en tout cas conscient de ce qui se passe autour de lui, acteur de ses décisions. C'est un mouvement qui était déjà engagé, et le podcast de Clémentine a encore amplifié ce mouvement, à tel point que l'école des hautes études en santé publique, qui est l'ENA des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, les directeurs d'hôpitaux, a décidé de baptiser sa promotion du nom de Clémentine, et c'est la première fois dans l'histoire de cette école qu'un patient a cet honneur-là, et c'est parce que ces futurs directeurs veulent cela, veulent mettre le patient beaucoup plus au centre de son propre traitement. L'impact, il n'a pas été que médical, il a largement dépassé ce milieu, parce que ce que nous dit Clémentine, c'est bien au-delà de ça.
Vous savez, depuis que c'est arrivé, moi, c'est ma façon de traverser les épreuves. Je lis beaucoup. Et je suis tombé par hasard sur une phrase de l'écrivain russe Mikhail Bulgakov qui dit « Le problème de l'homme n'est pas tant qu'il est mortel, mais qu'il est mortel à l'improviste ». Et ce que nous dit Clémentine, c'est ça. C'est que, et je vais me réfugier encore derrière les mots de quelqu'un d'autre, mais qui est l'un d'entre nous, qui est l'un des premiers qui a parlé à l'antenne du travail de Clémentine, qui est Claude Askolovitch, et qui disait que ce témoignage, ce podcast, montrait à quel point nos courtes vies ne sont pas négligeables. Et je crois que ce sera la conclusion pour ce qui me concerne. Merci. Comme Grégoire vous l'a dit, effectivement, c'est Clémentine qui devrait être ici aujourd'hui pour recevoir ce prix. Mais en tant que maman très objective, je ne doute absolument pas qu'un jour ou l'autre, elle aurait été sur cette scène pour recevoir le prix. Peut-être pour nous parler, parce qu'elle aurait dit, je ne sais pas, les problèmes de couple face au lave-vaisselle, les disputes par exemple. Mais elle aurait trouvé un sujet pour être ici. Pour avoir vu ma fille grandir et s'épanouir dans ce métier, je sais qu'aujourd'hui, elle est très fière et très, très honorée de ce cadeau que vous lui faites. Alors, en son nom, merci beaucoup. Je voudrais juste terminer en ayant une pensée pour Samuel Aslanov, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a interviewé en fait Clémentine et lui a permis de raconter son histoire. J'ai aussi une pensée pour Raphaël Rasson, qui est le technicien qui a mis en onde, si je puis dire aussi, qui a embelli le récit de Clémentine, et puis une réalisatrice qui s'appelle Laure-Hélène Planchet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sandra, juste avant de vous donner la parole pour le CFC, je crois que l'équipe technique a déployé des trésors d'ingéniosité pour arriver à avoir le son. Si vous le permettez, on l'écoute. Clémentine, on l'écoute. Et là, je vois à sa tête que non, en fait. Elle me dit, mais pas du tout, madame. Vous avez une masse hépatique de 5 ou 6 cm. Et vraiment, là, il va falloir faire d'autres examens. Moi, je veux que vous passiez une IRM dans les 2 jours, d'ici la fin de la semaine. On est mercredi, il me dit d'ici la fin de la semaine. Alors, laisse tomber, normalement, les délais, c'est 15 jours. Je me dis, ah oui, d'accord. Et il va falloir prendre rendez-vous avec un spécialiste. Donc là, je me dis, ah oui, d'accord. Donc, c'est sérieux, mais c'est vraiment sérieux. Je lui dis, mais je sens une forme d'urgence dans votre voix. Et cette urgence, je la sens, en fait, mais je veux pas la comprendre, je veux pas l'intégrer. Il me dit, oui, je veux pas qu'il y ait de perte de chance. Et là, mais alors, je prends une claque, parce que perte de chance, c'est ce qu'on dit aux gens qui vont mourir, quoi, qui vont crever. Clairement, pour moi, c'est ça. Donc je me dis, mais dans quoi je suis embarquée, quoi? Perte de chance, je dis, perte de chance. Je dis, mais ça peut être un cancer, en fait, parce que masse hépatique me revient. Et donc, c'est moi, en fait, qui pose la première fois le mot. Je lui dis, ça peut être un cancer? Il me dit, oui, ça peut être un cancer. On peut l'applaudir. Sandra, c'est vous qui détenez au nom du CFC cette dotation de 4 000 € qui va au Grand Prix. On sait qu'elle sera magnifiquement employée grâce à vous, Grégoire. Je pense que ça fait vraiment écho à votre mission au CFC, c'est savoir partager les savoirs. Cette parole, ces témoignages, ce travail se diffuse. Oui, effectivement. Alors, je crois que la première chose, c'est que je tiens à saluer le courage et la générosité de Clémentine à travers ce podcast. Le CFC, effectivement, est aux côtés des journalistes, des éditeurs de presse pour défendre les droits d'auteur, pour défendre le partage de l'information. À travers ça, pour défendre l'information de qualité, la diversité de l'information. Et juste ce que je tiens à dire également, c'est qu'on voit à travers ce podcast l'importance pour la société, effectivement, de partager, d'informer. Et voilà, bravo à elle. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à vous rapprocher un tout petit peu pour la photo avec notre
famille de lauréats au centre. Merci à tous et à toutes. Et voilà qui nous amène à la fin de la cérémonie de remise des prix des Assises intenses et denses. Michel, quelques mots peut-être sur cette édition. Beaucoup d'émotions fortes, voilà. Ouais, beaucoup d'émotions. Je vais demander à tous les lauréats maintenant et lauréates de cette 17e édition de remonter sur scène pour cette fameuse photo finale de promotion. J'en profite en attendant que vous nous rejoigniez pour remercier tous nos partenaires, Journalisme et Citoyenneté, Tours Métropole Val-de-Loire, la Ville de Tours, la SNCF et le CFC. Merci également à notre jury de cette édition 2024. Mille merci à notre parrain Michel Denisot. Merci Émilie. Et on se retrouve au cocktail à l'année prochaine et vive l'information, vive le journalisme. Et merci à Jérôme Bouvier et Marie-Laure.